Né au Maroc en 1951, dans une famille de classe moyenne de pieds noirs patriotes, catholiques et farouchement partisane de l'Algérie française, Mélenchon grandit à Tanger, à une période où le Maroc gagne son indépendance sans lutte militaire, tandis que le FLN mène une guerre violente en Algérie contre une puissance colonisatrice française sauvage. Par sa vision absolument remarquable du contexte international, par l'affirmation « le Maroc veut son indépendance », le Maroc est un pays arabe et musulman, le Maroc appartient à la Ligue arabe. Le choc ébranle tout l'édifice du protectorat. Après 20 ans d'un règne prisonnier, le sultan scelle définitivement son alliance avec le peuple dont il est désormais le roi incontesté. En 1962, Mélenchon quitte le Maroc avec sa famille à 11 ans, simultanément à l'indépendance de l'Algérie, et part s'installer en Normandie, où le décalage avec le Maroc et les réflexions racistes de ses camarades à son encontre le mènent à se vivre comme un exilé. Non, ce qui est une vraie rupture, un grand moment, une césure, c'est le départ d'Afrique du Nord. Le départ de Tanger, l'arrivée dans la cohue de l'août 1962. Mais quelle idée a-t-on eu de partir en même temps que tous les pieds noirs d'Algérie s'en allaient, les malheureux, pleins de tristesse. Et là, c'est terrible parce que c'est un apprentissage qui est très important pour comprendre mon époque. J'aurais pas cru à l'époque que ça serait ça. Mais c'est ce qui me permet de comprendre l'immigré. Dans la figure de l'immigré, la plupart des gens ne voient que l'envahisseur, en quelque sorte. Ils ne voient pas celui qui a perdu, celle qui a perdu ses paysages, ses odeurs, les bonheurs, les petits bonheurs de la vie, la famille. Ils ne comprennent pas ça. Il s'installe par la suite dans le Jura, à Lons-le-Saulnier, où il découvre avec fascination la Révolution française, d'abord grâce à un livre du boucher de la commune, Adolphe Thiers, qui a ordonné le massacre de dizaines de milliers de communards. Arrive alors mai 68, lutte étudiante qui s'est répandue au travail salarié, avec les plus grandes grèves de l'histoire de France, et qui revendique et invente des formes nouvelles de vie, loin de la morale gaulliste sclérosée de la bonne famille catholique consommatrice et laborieuse. Le jeune Mélenchon, il a alors 17 ans, se lance dans l'aventure et devient leader de son lycée à l'occasion du mouvement, déjà tribun apprécié si l'on en croit des témoignages. La violence, c'est De Gaulle, le pouvoir, c'est vous. Pour les travailleurs, soyez réalistes, demandez l'impossible. Une autre, sur l'intoxication radio, la radio empoisonne, la grève purifie. Spontanés ou réfléchis, les fameux slogans de mai traduisent une extraordinaire libération de la parole dont on aurait tort de sourire. Cette révolution des mots, ce défoulement verbal contre les digues d'une société matérialiste et cloisonnée, annonce une révolution culturelle qui restera la véritable révolution de mai. Mélenchon, qui a donc déjà un goût pour l'histoire et pour l'organisation politique, part à l'université de Besançon étudier la philosophie et les lettres modernes. Ces études l'engageront finalement très peu, selon ses propres dires, leur préférant le militantisme à l'UNEF et à l'OCI, organisation trotskiste connue pour son centralisme autoritaire et visant à la construction d'un parti léniniste d'avant-garde pour la révolution imminente. On rappelle qu'on est juste après mai 68, avec une grande effervescence dans les milieux universitaires et un pullulement de groupes militants d'extrême gauche. Mélenchon devient à la fac de Besançon le principal organisateur de l'UNEF, qui se scinde en 1971 entre direction communiste et de l'OCI. Je suis le bruit et la fureur. On s'est retrouvés. Moi. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est celle-là? Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. La République, c'est moi. C'est bon, ça suffit. C'est bon. La lutte continue. Abattez la citadelle. C'est nous qui avons enrayé votre abominable machine. Pour expliquer son choix de rejoindre cette organisation, il faut considérer la non-attraction pour des jeunes 68ards pour une SFIO usée par son exercice répété du pouvoir, qui n'a pas changé la vie en métropole et participé activement à toute l'aventure coloniale française. Il n'était pas attiré non plus par le PCF. Il l'explique par un rejet viscéral de l'écrasement du printemps de Prague
soulèvement communiste en Tchécoslovaquie pour davantage de liberté, par les chars soviétiques. Sur cet événement extrêmement brutal, le comité central du PCF passe rapidement de la réprobation affichée par le bureau politique face à l'intervention militaire de l'URSS à la simple désapprobation, dans une histoire longue où le PCF est inféodé à Moscou. 6h30. Arrivée des premiers renforts soviétiques au centre de la ville. C'est l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. Les gens sont consternés. On crie aux Russes « Rentrez chez vous, vous êtes des nazis ». Quant à rejoindre une autre organisation d'extrême gauche, le hasard a pu jouer son rôle pour faire pencher du côté de l'OCI, même si le côté particulièrement discipliné de ce parti a pu compter au regard du caractère du jeune Mélenchon, marqué par l'amour de l'ordre selon ses propres dires. J'ai toujours cru à la discipline et à l'ordre dans le combat militant. J'ai toujours pensé que, pour que les gens s'engagent à fond, il fallait que j'économise leurs forces. Je ne les disperse pas dans une agitation permanente. Chacun choisit ou reçoit une tâche bien précise que j'appelle un poste de combat. Hors de la tenue de ce poste, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Un combat est une tâche, pas une conversion religieuse. Il semble qu'à la tête de l'UNEF de Besançon, Mélenchon ait pratiqué un syndicalisme de masse vivant et joyeux, rompant avec les traditions dominantes dans l'OCI. Mélenchon gardera un double héritage majeur de sa première formation politique à l'OCI et à l'UNEF. Sa volonté et son talent d'organisation pratique tourné vers l'action collective, combinés à un effort théorique fortement imprégné par le marxisme et l'organisation d'une propagande de masse. Mélenchon, peut-être inspiré par le dirigeant charismatique et autoritaire de l'OCI Pierre Lambert, aime à s'entourer de jeunes qu'il forme solidement et dont il vise à faire des cadres loyaux, qui lui doivent leur carrière politique et défendent ses choix stratégiques, tactiques et rhétoriques. L'absence de droit de tendance à LFI permet aussi, tout comme à l'OCI, de pratiquer un militantisme efficace, très cadré et ouvert sur l'extérieur au parti. Mais LFI ne propose pas, contrairement à l'OCI dans les années 70, de formation à sa base, et l'absence de démocratie interne coûte en manque de désir de militer dans un mouvement où seul le sommet autour du leader a du pouvoir. D'une manière obscure, les théories du complot ont parlé d'une stratégie d'entrisme au PS, alors assez courante de la part de l'OCI. Mélenchon finit par se faire exclure du parti trotskiste. Il décide alors, son diplôme de philosophie en poche, de rejoindre en 1976 le tout nouveau parti socialiste fondé par François Mitterrand sur les fondements de la SFIO. Celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Pour l'anecdote, quand Mélenchon était encore à l'OCI, il s'était rendu à un meeting de Mitterrand pour le bordéliser en s'emparant du micro, pratique à laquelle il excellait apparemment à l'époque, mais s'était finalement retenu, pris par le charme d'un Mitterrand parlant de droit au bonheur. Le charme ne se rompra jamais et inspirera à Mélenchon un goût pour les discours portant sur les émotions et les actes de la vie quotidienne. Française, Français, la République, dans notre pays, c'est plus qu'une institution. C'est une manière de penser la vie en commun. Liberté, égalité, fraternité, c'est plus qu'une devise, c'est une feuille de route. Alors bien sûr, maintenant il s'agit de changer de président, je le sais bien, et de changer de régime, je le propose. Mais avant toute chose, je crois que ce dont il est question, c'est de commencer les jours heureux, car le pays a assez pâti jusque-là, et le moment est venu pour lui de retrouver le goût du bonheur. Dans le choix de rejoindre le PS, ont dû jouer pour le jeune Mélenchon les rapports violents qui existaient entre les partis trotskistes et le PCF, incarnation de l'ordre stalinien bureaucratique qui se veut le seul dépositaire de la voix légitime pour le prolétariat. Pour le PCF, le prolétariat est perçu avec un fort biais ouvriériste et en exclut donc par exemple le prolétariat étudiant, dans lequel Mélenchon évoluait alors. Après quelques tentatives dans le journalisme, dont il gardera toujours un goût pour l'écriture et la clarté,
Mélenchon trouve un poste de permanent socialiste auprès de Claude Germont, maire de Massy et membre du bureau politique du PS, chargé des rapports avec les syndicats et de la formation dans les entreprises. Il se formera alors à la vie politicienne, en mettant en application ses savoir-faire appris à l'UNEF et à l'OCI, et se montrera doué pour recruter et mettre en place des éléments acquis à sa ligne, et désorganiser la partie adverse. À la suite du coup d'état militaire au Chili pour renverser le gouvernement d'unité populaire dirigé par Salvador Allende, on doit noter que Mélenchon s'organise pour exfiltrer des militants du MIR. Le MIR est un parti chilien d'extrême gauche qui a à la fois soutenu Allende et poussé pour armer le peuple et déborder le gouvernement d'union populaire par le mouvement social. De nombreux militants du MIR seront accueillis par la municipalité de Massy, qui leur offre ainsi un refuge politique. Cet exemple atteste l'attachement sincère de Mélenchon à la lutte, même si les leçons tirées de l'enseignement chilien le renforcent étrangement dans son réformisme, alors même qu'il apparaît évident que Allende aurait dû armer son peuple et ainsi sortir de la pure voie légale. Mélenchon en garde en tout cas le refus de la lutte armée, dont il considère qu'elle est une dangereuse impasse. Au PS dans les années 1970, Mélenchon est un fervent défenseur de l'union de la gauche, stratégie d'alliance du PC avec le PCF pour l'accession au pouvoir sur un programme de rupture. Ainsi nous allions, nous, les plus jeunes, comme les autres, d'une maison à l'autre, d'une porte à l'autre, avec notre programme commun, et on expliquait aux gens ce qu'il y avait dans le programme commun. Oh, ça n'a pas été simple. D'abord, les communistes ont été les militants les plus ardents et les plus efficaces de l'Union. Aussi longtemps qu'ils se sont tenus à cette politique, dont ils étaient en quelque sorte, et même si cela doit déplaire à quelques-uns de mes amis, une sorte de colonne vertébrale. Donc les communistes ont été les agents de cette union, ils l'ont été d'une manière très structurante. Ils étaient très actifs, ils étaient très présents partout dans le salariat, et c'était eux qui organisaient beaucoup de choses. Ils n'étaient pas les seuls, bien sûr, mais pendant longtemps, oui, ils ont été les seuls. Par la suite, Mélenchon dira toujours que ce qu'il a le plus marqué de cette période est l'émulation populaire au cours de réunions publiques autour du programme commun. Il vivra durement la fin de l'Alliance en 1977, considérant que leur responsabilité principale en incombe au sectarisme du PCF, alors que le PS de Mitterrand a magouillé tout au long de cette histoire commune. Mitterrand, dont un des surnoms était le Florentin, pour son art de la manipulation et de l'esquive. Il reste par la suite partisan de François Mitterrand et de sa ligne politique ancrée à gauche, refusant jusqu'à son élection les rapprochements avec le centre et prenant une rupture avec l'ordre capitaliste dans une recherche concurrentielle avec les communistes de l'électorat populaire de gauche. La démarche du Parti socialiste doit être comprise comme révolutionnaire dans la mesure où, en effet, le Parti socialiste entend casser les structures du grand capitalisme. C'est vrai. Il nous semble qu'il arrivera un moment où les grandes sociétés multinationales et les monopoles nationaux, capitalistes, la puissance de l'argent apparaîtront aussi désuets, aussi enfermés dans le passé de l'histoire que la féodalité au temps du Moyen-Âge. Nous, c'est notre conviction. Mitterrand est finalement élu président le 10 mai 1981 sur un programme ambitieux, soulevant l'enthousiasme populaire et un grand espoir après plusieurs décennies ininterrompues de la droite au pouvoir. En juin, le PS remporte la majorité absolue aux élections législatives et peut donc gouverner avec les pleins pouvoirs politiques au niveau de l'État. Dès l'élection de Mitterrand, des communistes entrent au gouvernement, phénomène alors unique dans le bloc occidental. Les premiers mois sont réjouissants pour le peuple de gauche. 5e semaine de congés payés, semaine de 39 heures, avancée de 5 ans de l'âge légal de départ à la retraite, renforcement des services publics, dépénalisation de l'homosexualité ou encore abolition de la peine de mort. Mais le gouvernement se heurte rapidement à une croissance en berne au niveau mondial, alors que les projets économiques majeurs dépendaient selon les cadres socialistes d'une forte croissance, au rendez-vous avant 1981. Les nationalisations des banques et des compagnies d'assurance se font à des conditions très généreuses pour les gros capitalistes, alors qu'une partie du capital a déjà fui à l'extérieur de la France. La financiarisation extrême de l'économie se lance dès le début de l'ère Mitterrand, l'État se délestant gravement de ses prérogatives concernant la monnaie, le taux de change et les investissements. La version officielle de l'histoire impose un tournant de la rigueur datant de 1983,
marquée par la décision du président de ne pas sortir du SME, pacte économico-monétaire avec l'Allemagne de l'Ouest, préférant ainsi la lutte contre l'inflation à la lutte contre le chômage et à la défense de politiques sociales ambitieuses. Certaines de leurs réformes de 81 sont des conquis sociaux qui nous portent encore aujourd'hui. Mais très vite, devant ce que Mélenchon appelle le mur de l'argent, ils ont choisi de s'adapter à cette nouvelle société mondialisée, interconnectée, américanisée et pessimiste. Les socialistes français se présentaient comme un modèle pour les autres partis socialistes, le parti qui réalisera pour la première fois le socialisme dans la liberté. Et c'est à ça, finalement, que l'on a renoncé en 1982-83, sans vouloir le dire. Et le tournant, c'est l'abandon d'un rêve. On doit reconnaître que si les décisions éminemment critiquables de Mitterrand et des socialistes au pouvoir d'avant 1983 ne manquent pas, on observe en effet à partir de 1983 une nette réorientation de la politique menée. La rhétorique du pouvoir est alors celle de la parenthèse, nécessaire pour traverser une période défavorable et pérenniser les conquêtes sociales des 2 premières années. Mélenchon, s'il est abattu par ce tournant stratégique alors qu'il était partisan au sein du PS de la sortie du SME, n'en demeure pas moins fidèle à Mitterrand, reste cadre du PS et ne remet pas en cause ses choix fondamentaux. Donc moi, je mets de côté le fait que la relation humaine avec François Mitterrand, lorsqu'on est, comme moi, quelqu'un qui vient d'une famille de milieu modeste, de gens qui ont été brinque-ballés par l'histoire et qui l'ont subi davantage qu'ils ne l'ont fait, pieds noirs arrachés à l'Afrique du Nord, après avoir été arrachés à la Sicile et à l'Andalousie, tout ça, comme c'était loin des gens qui exerçaient le pouvoir. Eh bien oui, c'est quelque chose pour moi qui reste vif dans mon esprit que l'honneur d'avoir approché le président de mon pays avec qui j'ai partagé des combats. Et la relation personnelle avec lui, je vous le dis, et j'en dirai pas davantage, était toujours, sur le plan humain, d'une grande délicatesse. Et c'est ce qui fait que se combinait une magie séductrice étrange, que cette délicatesse humaine combinée à l'attirance vibrante que représentait son savoir-faire politique. Le regardant faire, l'écoutant parler, souffrant comme tout homme du complexe de la relation au père, il est clair que, comme tous les autres, j'ai été me faire valider et revalider à mesure que des idées me passaient par la tête. Plusieurs tendances lourdes de Mélenchon qui se dessinent sur l'ensemble de sa vie politique peuvent servir de clé pour comprendre sa fidélité constante à Mitterrand, malgré ses reculs sociaux et économiques évidents. Ces tendances se rejoignent partiellement et se nourrissent de son enfance pied-noir au Maroc, puis de sa migration en France, dans le cœur de l'Empire, et enfin de sa découverte, adolescent, de la Révolution française. Mélenchon a un goût prononcé pour l'histoire, son caractère épique et le sentiment de filiation au présent. Il est également habité par un fort patriotisme, l'amenant à considérer la France comme le pays des droits de l'homme, à la mission universaliste et à l'exceptionnalité politique issue de son passé révolutionnaire spécifique. Ce patriotisme se combine avec un républicanisme quasi mystique, hérité selon lui de Jaurès, qui considère que c'est la République qui fonda la nation au moment de la Révolution française, et pour qui le socialisme est l'achèvement de la logique du commun, comprise dans le projet républicain. Pour tous. Les règles fondamentales de l'idéal républicain tel qu'il est né dans la Révolution et tel qu'il n'a pu survivre que par la Révolution. Je veux dire par là qu'on ne comprend pas le cycle de l'histoire de France à partir de cet événement immense si on ne le met pas ensuite en rapport avec le putsch de Napoléon Ier, le rétablissement des rois derrière, puis deux révolutions, celle de 1830, celle de 1848, et évidemment la Commune de Paris, dont on célèbre aussi cette année l'anniversaire, mais sur lequel le chef de l'État ne s'est pas exprimé. Et en effet, il n'y aurait pas eu sa place parce qu'il représente ceux qui ont signé la capitulation. Il n'est pas dans l'esprit de résistance qui nécessite l'unité sociale que la Commune a fait apparaître. Vous voyez qu'une chose peut en entraîner une autre et que le discours sur l'histoire nous permet de réfléchir à ce que nous vivons. J'imagine que d'autres tireraient des leçons exactement inverses aux miennes à cet instant. Mais ce que je vous propose, c'est le discours, au fond, qui a organisé la pensée de la famille politique, philosophique, culturelle, à laquelle j'appartiens et pour laquelle j'ai l'honneur aujourd'hui, en quelque sorte, de marcher en première ligne en portant son discours. Je le porte en face de M. Macron, je le porte en face de Mme Le Pen, et le souverain, c'est vous.
qui tranchez et qui dites qui dans cette histoire a raison et de qui vous vous sentez le plus proche pour lire l'histoire de votre patrie. Enfin, comme dernière tendance lourde sur l'ensemble de sa carrière, Mélenchon vante la centralité du combat laïque dans une nation française où la République une et indivisible s'est construite contre l'Église catholique et a eu un besoin d'imposer, notamment dans le domaine de l'éducation, le service public face à la puissance du catholicisme. Et Mélenchon, qui a longtemps été franc-maçon, n'a cessé de mener ce combat laïque en plaidant pour la suppression du concordat et la fin du financement public de l'enseignement privé. Cette importance pour Mélenchon d'une laïcité respectant la séparation nette entre la sphère publique et les croyances privées semble rendre plus difficile encore le soutien de Mélenchon à Mitterrand. Car Mitterrand décide en 1984, après des manifestations importantes de la droite traditionnelle et réactionnaire, d'abandonner la loi Savary, qui visait à ce que les financements publics de l'école privée, à écrasante majorité catholique, soient soumis à un cadrage par l'État du contenu des enseignements. 14h30. Des camions font irruption sur l'esplanade, surprenant les dizaines de cars de CRS surveillant les accès. Commence alors le déchargement et l'édification du symbole enfin dévoilé aux manifestants et aux Parisiens, une école libre. Opération réussie. En pleine illégalité, sans autorisation de manifester, sans permis de construire et sous le regard surpris des forces de police qui encerclaient l'esplanade, la petite école libre de Montparnasse devait s'élever en quelques heures. Pourtant, dès le début de sa construction, un commissaire de police devait fortement déconseiller aux responsables son édification. Leur laissant un temps de réflexion, ils revenaient 1h30 après, la pose de la toiture était presque terminée. Ce renoncement reste un grand marqueur de l'abandon des ambitions de la gauche au pouvoir. Pour comprendre le peu de volonté du président Mitterrand sur la question, une anecdote nous semble révélatrice. Durant le mouvement d'opposition à la loi Savary, organisé par les réseaux puissants de l'Église catholique, la sœur de Mitterrand l'attend chaque matin à l'Élysée pour l'exhorter à abandonner le projet, lui rappelant la valeur des jésuites qui l'ont éduqué. L'année 1984 est également marquée par la sortie collective des communistes du gouvernement, pour marquer leur désaccord sur le tournant des politiques mitterrandiennes et le choix de rester à tout prix dans le SME. Durant les 3 années qui suivent le dit tournant de la rigueur, Mélenchon se fait discret au niveau national, où il n'a, pour le moment, jamais vraiment existé, tout en cumulant au niveau local les fonctions de conseiller municipal de Massy et de conseiller général de l'Essonne, où, selon ses collaborateurs de l'époque, il se montre efficace et travailleur. En 1986, Mélenchon est élu plus jeune sénateur de France, à 35 ans, minimum requis, et 1 mois. Jean-Luc Mélenchon, qu'on présente un petit peu ici, toujours comme l'enfant terrible des sénateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec le genre de discours que nous venons d'entendre ? Je respecte trop mes collègues pour leur dire je ne suis pas d'accord, mais tous les 3 ans on redécouvre le Sénat et tous les 3 ans on se demande à quoi il sert. Je crois que nous, on ferait bien aussi de se poser la question. Je pense que nous sommes, c'est vrai, assez coupés de l'opinion. C'est par sa composition sociale. C'est par sa moyenne d'âge, par sa composition hommes et femmes. Ici, il règne une misogynie qu'il faut pointer du doigt. Et d'ailleurs, les socialistes, nous ne sommes pas hors de toute critique. Cette arrivée au Sénat s'inscrit dans un bon timing, car il est plus agréable de lutter contre la droite, tout juste de retour au pouvoir pour la première cohabitation de l'histoire de la Ve République, plutôt que d'être englué dans la défense d'une politique qu'il soutient, mais pour laquelle il n'éprouve plus d'enthousiasme. Mélenchon a immédiatement l'occasion de faire ses preuves en s'opposant au projet de loi Devaquet, souhaitant réformer les universités dans une logique concurrentielle et de rentabilité. Au cours de plusieurs interventions, Mélenchon montre ses talents d'orateur, ainsi que son attachement profond à la République et à la laïcité. Le projet de loi Devaquet va engendrer le plus grand mouvement étudiant depuis mai 68, avec des centaines de milliers de jeunes dans la rue et une radicalité certaine. Le PS y voit alors un moyen facile et efficace de se refaire une santé face à la droite, après des années moroses au gouvernement. Pour cela, le PS va profiter de l'opposition solitaire de Mélenchon au Sénat pour montrer qu'ils étaient opposés au texte et donc solidaires du mouvement social dès le début.
En octobre 86, le Premier ministre Jacques Chirac souhaite donner plus d'autonomie aux universités. Le ministre Alain Devaquet est chargé de mener à bien la réforme. Il aura fort à faire, les syndicats étudiants y voient la porte ouverte à une sélection à l'entrée et à la hausse des frais d'inscription. Le 27 novembre, ils sont plusieurs centaines de milliers à manifester partout en France. Le 6 décembre, tout dérape. À Paris, Malik Oussekine, un étudiant, trouve la mort sous les coups de 2 voltigeurs de la police. Le ministre Devaquet démissionne, Jacques Chirac fait marche arrière sur la réforme. En plus de son opposition remarquée et utile à un PS fatigué par l'exercice du pouvoir, le jeune sénateur Mélenchon se distinguera également par son intérêt et son soutien à la lutte d'indépendance kanak. Contre l'avis de la direction du PS, il ira jusqu'à se rendre sur l'île pour observer de lui-même la réalité du terrain, à un moment où les tensions sont assez violentes. Les luttes indépendantistes kanak tournent déjà autour des questions de référendum d'autodétermination et d'organisation néocoloniale de la production, avec un accaparement des richesses par l'État français et de la bourgeoisie blanche venue de métropole. Obéissance à la loi, dispersez-vous. En 88, Mélenchon n'est pas intégré au groupe chargé de la réélection du chef pour ses positions jugées trop à gauche lors d'une campagne centriste qui se veut fédératrice et rassurante. Mais il ne reste pas passif pour autant et montre son attachement à la Mitterrandie en lançant une grande campagne de propagande avant que le président ne déclare son intention de se présenter à sa propre succession. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. En mai 1988, François Mitterrand est réélu président de la République. Mitterrand est finalement réélu confortablement face à Chirac au second tour de la présidentielle, attestant que malgré la déception du peuple de gauche, beaucoup de gens estiment qu'il existe quand même encore une différence entre la gauche et la droite. Au niveau du PS, Mélenchon cofonde en 1991 un courant, la gauche socialiste, au nom révélateur, qu'il dirige aux côtés de Julien Drey et Marie-Noëlle Lienemann. La gauche socialiste a pour première tâche, souhaitée par Mitterrand en personne, de taper sur le gouvernement de Michel Rocard et l'ouverture aux centristes, ce dont elle s'adonne dans son bulletin hebdomadaire, Données et arguments, dirigé par Mélenchon. Ce faisant, la gauche socialiste permet à Mitterrand de se poser en arbitre dans les rapports de force au sein des socialistes, le président allant même jusqu'à leur demander d'agiter les mouvements sociaux d'opposition au gouvernement socialiste de Rocard. En outre, la gauche socialiste a pour originalité au sein du PS de proposer une formation rigoureuse à ses membres. Histoire, économie marxiste, capacité argumentative sur la politique contemporaine, etc. Plus largement, l'effort théorique de Mélenchon sur l'ensemble de sa carrière doit être reconnu à sa juste valeur, alors que la réflexion stratégique et le cadre philosophique sont largement perdus dans le champ politique. J'aurais aimé montrer mon évolution théorique entre un marxisme extrêmement étroit, enfin la vérité c'est Teilhard de Chardin au départ, le marxisme ensuite, quand même comme ça, et puis toute cette évolution où je faisais rentrer des choses jusqu'à la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. Mais j'admets que c'est pas décisif pour ceux qui nous écoutent, mais je veux qu'ils sachent que je suis comme ça. Hein, je suis un héritier de Kant. On n'agit pas clairement si on ne pense pas clairement. Selon Mélenchon, la théorie se nourrit de la pratique tout en encadrant l'action par la constitution d'un programme et l'application d'une stratégie et d'une méthode. Mélenchon a écrit des centaines, voire des milliers de courts articles, organisé pendant des décennies un bulletin hebdomadaire au sein du PS, puis après sa sortie.
dirigé pendant 2 ans l'hebdomadaire du Parti socialiste, Vendredi, et écrit de nombreux ouvrages qui exposent sa vision philosophique et stratégique. Cela suffit déjà en soi à distinguer Mélenchon au sein d'un PS rempli de cadres cyniques et incultes. L'exemple le plus récent de cette ambition théorique réside dans la fondation de l'Institut La Boétie, que Mélenchon co-dirige et qui a déjà publié plusieurs ouvrages et réalisé de nombreuses conférences autour de questions stratégiques et historiques. On peut toutefois noter une caractéristique du Mélenchon intellectuel et théoricien qui ne se démentira pas par la suite. Il présente toujours sa théorie du moment comme la vérité, sans jamais réaliser de mea culpa quand des revirements s'opèrent, comme sur les questions de laïcité ou encore de stratégie de combat contre l'extrême droite. Quand il revient sur le passé, Mélenchon estime toujours que sa pensée était la meilleure dans le contexte donné. La démonstration a été faite par les intellectuels et ça a été un renfort, je veux le dire, décisif. Il n'y a pas seulement nous qu'on voit, il y a eux, le travail qu'ils ont fait, l'énergie qu'ils nous ont donnée, en démontrant que les thèses sur lesquelles s'appuyait notre stratégie étaient les bonnes. Non, le peuple français n'est pas devenu un peuple raciste. Et moi, j'ai milité à une époque où il fallait vraiment pas être malin quand on était ouvrier pour ne pas voter programme commun. Eh bien, il y en avait quand même 30% qui votaient contre le programme commun. Alors, pour passer de 30 à 50, il faut un élément de dynamique. Cette dynamique n'est pas tombée du ciel. C'est cela que j'apporte au débat de ce soir, à votre compréhension. Il en est ainsi notamment pour la géopolitique. Mélenchon, contre l'avis de son courant, s'opposera par pacifisme à la guerre du Golfe de 90-91, qui survient juste avant la chute de l'URSS, et alors que les États-Unis, qu'il ne cesse de critiquer, se présentent comme les seuls maîtres du nouvel ordre mondial. Mitterrand le valide dans ce choix qui fait paraître à peu de frais le PS comme ambivalent sur une question épineuse. Sur la géopolitique, Mélenchon a toujours nourri une volonté de puissance mondiale de la France. Puissance politique, économique, diplomatique et culturelle, mais également militaire, même s'il a souvent eu des positions pacifistes. Ce pacifisme mélenchonien se manifeste particulièrement par un anti-américanisme primaire et laisse souvent la place à une sorte de réelle politique de guerre froide, où les adversaires des États-Unis, comme la Chine ou la Russie, bénéficient du doute sur leurs intentions en cas d'agression impérialiste militaire. En 1964, la France, qui était présidée par le général de Gaulle, Mao Tse-tung se trouvant être président de la Chine, ont conclu un accord dans lequel les Français reconnaissent la Chine populaire. Ça se passe en 1964. Et cette Chine, c'est toute la Chine, le continent plus Taïwan. Et quelques années après, les Américains ont arrangé de leur côté un accord aussi avec les Chinois. Leur intention était surtout de créer des ennuis aux Russes, à l'époque c'est l'Union soviétique, et dans cet arrangement, pour finir, ils ferment les yeux le jour où à l'ONU arrive une résolution proposée par l'Albanie qui dit il n'y a qu'une seule Chine, c'est la Chine de Pékin, et l'autre Chine, ou qui prétend l'être, Taïwan, avec ses 23 millions d'habitants, en face du 1,5 milliard d'habitants de la Chine continentale, eh bien ça n'existe pas. Et cette résolution de l'Albanie devant les Nations Unies est adoptée en 1971. Dans le droit international, il n'y a qu'une seule Chine. Pour Mélenchon, l'ombre des États-Unis semble toujours ce qui justifie les politiques brutales de ses adversaires. On a l'impression que Mélenchon ne prend jamais la mesure de l'atlantisme outrancier de son mentor Mitterrand, ni de l'ampleur de ses crimes coloniaux. Mitterrand en effet était ministre de l'Intérieur au commencement de la guerre d'Algérie, puis ministre de la Justice pendant cette boucherie où la France a tué et torturé à foison. Le président Mitterrand sera lourdement impliqué dans le génocide rwandais, sans même compter les nombreuses interventions impérialistes françaises aux 4 coins du monde sous un gouvernement se réclamant du socialisme. Ce qui est plus connu est le ralliement de Mélenchon au oui pour le référendum sur la ratification du traité de Maastricht, voulu par Mitterrand. Il pense alors, comme d'autres à la gauche du PS, que le cadre européen pourrait se transformer de libéral à socialement protecteur, à condition de le renforcer à tout prix dans un premier temps. Alors, il y a quand même plusieurs sujets qui ont été pris, et il faut y répondre. Parce que oui, il y a un clivage de fond entre nous, c'est cette histoire des traités européens. Alors, je vais d'abord commencer par balayer cet élément de l'argumentaire socialiste que j'ai déjà entendu 50 fois, mais enfin, il faut recommencer sur tous les plateaux de télévision. Oui, j'ai voté oui au traité de Maastricht. J'ai voté oui au traité de Maastricht. Je n'en veux pas, hein, ça fait longtemps. Et j'ai fait mon bilan. Comme je me suis demandé, j'ai cru loyalement ce qu'on m'a dit à l'époque. On m'a dit, si vous votez le traité de Maastricht, vous allez clouer
Je vous parle là les propos du président Mitterrand. Les mains des Allemands sur la table et ils ne pourront plus conspirer contre votre monnaie. C'était ça l'argument. Je l'ai cru. Je l'ai cru comme d'innombrables socialistes. On pensait que plus on ferait de l'intégration et plus ça avancerait. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Quand arrive le traité constitutionnel en 2005, qui, détail qui ne vous aura pas échappé, cher Jérôme Cahuzac, contient le traité de Maastricht, le traité de 2005. Il contient le traité de Maastricht. Il contient tous les autres traités. Car c'était la refonte de tous ces textes en un seul. Eh bien, moi, j'ai fait le bilan et j'ai dit cette méthode est mauvaise. Par conséquent, Cahuzac, qui commence par voter non, il vote ensuite oui, exactement la même chose à quoi il avait voté non avant. Le 20 septembre 1992, le traité de Maastricht est approuvé à une majorité étriquée, récoltant 51% des suffrages. La même année, le PS se prend une gifle aux élections municipales. Le sénateur et élu local Mélenchon en faisant porter la responsabilité sur la désunion des gauches. Au-delà de son soutien au traité de Maastricht, il est frappant que Mélenchon puisse être constamment pro-Mitterrand, tout en étant souvent critique du gouvernement socialiste en place, comme si le second n'était pas lié au premier, mais uniquement au rapport de force au sein du parti. Pendant toute la période Mitterrand, Mélenchon soutient ainsi l'action du président, pourtant centrale dans le choix de la rigueur et du néolibéralisme. Jouissant de la légitimité issue de l'élection présidentielle, c'est Mitterrand qui impulse la politique gouvernementale. C'est donc bien Mitterrand qui orchestre la financiarisation outrancière de l'économie française, de l'abandon total de régions entières sauvagement désindustrialisées, sans alternative productive, ou encore d'une politique impérialiste agressive de l'État français. Mélenchon a beau jeu de dénoncer l'action du gouvernement Rocard. Il n'ira jamais, pas plus à l'époque que depuis, critiquer le fétiche Mitterrand.